Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour ces webinaires sur les normes sanitaires qui sont aujourd'hui un sujet brûlant d'actualité. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se disent, qui partent un peu dans tous les sens. Et donc, beaucoup de gens aujourd'hui ont manifesté les besoins d'y voir un petit peu plus clair, d'avoir une vision un petit peu plus nette et plus transparente sur tout ce qui se passe dans les différents pays, comment pouvoir voyager, comment pouvoir éventuellement dédommager les clients ou les rembourser au cas où. Et donc, ça tombe bien quand on s'est parlé l'autre jour que tu me proposes quelque chose comme ça, parce que je pense qu'on répond véritablement à un besoin sur des questions que beaucoup de gens se posent en ce moment. Donc, merci beaucoup. Merci également à Alice d'être là. Eh bien, je vais me faire tout petit, j'obscure ma caméra et je vous laisse la parole. Merci encore et à plus tard. Merci Fabio. Merci pour cette présentation. Merci pour cette invitation aussi. Effectivement, on va parler de sujets assez brûlants et voilà, nous, on constate qu'on a des questions quasiment quotidiennes sur ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on informe les clients des nouvelles normes sanitaires, comment on gère les annulations qui malheureusement arrivent de plus en plus au vu des mesures qui changent, comment est-ce qu'on gère cette nouvelle notion de passe sanitaire. Est-ce que ça s'applique à sa structure? Dans quelles conditions? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Comment ça va se passer à l'avenir? Donc, beaucoup de doutes. Pas toujours des réponses franches et claires à vous apporter parce qu'il y a encore, on attend des décrets, on attend un certain nombre de textes, mais en tout cas, on va essayer de vous aiguiller au mieux. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions, soit à les poser par écrit, soit même si vous voulez nous interrompre, vous pouvez, ou alors de toutes les manières, on prévoira à la fin de notre intervention un petit temps d'échange, puisque je sais que vous aurez des questions, en tout cas on s'y attend. Je vais vous partager le support, parce qu'on a quand même préparé un joli petit support. Écran 2, voilà. Hop. Est-ce que vous voyez bien notre écran? Oui, on voit très bien. Enfin, moi, je vois bien. Super. Bon, c'est parti. Juste une chose, Chloé, excuse-moi encore avant que tu commences, parce que on va certainement avoir la question, est-ce que ce support pourra être éventuellement disponible si quelqu'un nous le demande ou pas? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Ok, merci. Aucune difficulté. Alors, c'est parti, je vous propose qu'on démarre. En tout cas, bravo à tous d'être là. Vous êtes un peu courageux pour faire du droit un 28 juillet à midi. On salue ce geste et cet effort. C'est surtout que ça traduit, je pense, une nécessité. Donc, on va s'efforcer de rendre cette heure la plus claire possible et en espérant que vous trouviez pas mal de réponses à vos questions. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on le sait, les mesures qui ont été prises par les gouvernements français et puis à l'international ne cessent de changer. C'est-à-dire qu'on est passé d'une situation de blocage total avec le confinement à une situation de reprise, mais progressive et puis changeante. Et donc, ces mesures, évidemment, sanitaires vont venir impacter directement ou indirectement vos obligations en tant qu'assimilé agent de voyage, en tant que professionnel du voyage. A priori, je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes tous assimilés agents de voyage au sens du Code du tourisme, c'est-à-dire soit des agents de voyage, soit pour les offices de tourisme assimilés, puisque vous commercialisez les services touristiques que vous ne produisez pas vous-même. Donc, vous êtes tous soumis au même régime. Si ce n'est pas le cas et qu'il y a des hôteliers ou autres, c'est le moment de parler ou de se taire à jamais, puisqu'on va vraiment focus notre exposé sur cette activité-là. Alors, les questions qui se posent et les points d'attention qu'on voulait traiter aujourd'hui, il y en a 3. Le premier point, c'est l'obligation d'information. Comment toutes ces nouvelles mesures sanitaires viennent impacter votre obligation d'information? Comment ça va venir impacter la gestion de vos annulations? Comment vous pouvez faire en pratique au quotidien pour gérer au mieux les annulations? Est-ce que vous devez rembourser? Est-ce que vous pouvez ne pas rembourser? Dans quelles conditions? Et on fera ensuite, et Alice fera ensuite un focus
sur le pass sanitaire, qui est alors là le sujet le plus brûlant qu'on puisse trouver, je pense, aujourd'hui en tourisme. Alors, la première question qui se pose, dans l'ordre logique, si j'ose dire, c'est de savoir qu'est-ce qu'on dit aux clients. Parce que vous êtes soumis, vous le savez sûrement, à une obligation d'information précontractuelle et contractuelle qui est assez lourde, qui est très codifiée par le Code du tourisme. Et donc, vous devez informer votre client des formalités administratives et sanitaires à accomplir, notamment en cas de franchissement de frontières. Donc, ce n'est pas toujours le cas, notamment pour les offices, mais plus pour les agents dits classiques, et les délais d'accomplissement de ces formalités. Alors, si vous avez un doute à un moment donné sur votre obligation précontractuelle d'information, c'est-à-dire avant la réservation, avant la conclusion d'un contrat, il y a un article à connaître, alors pas par cœur, je vous rassure, je ne le connais pas par cœur non plus, mais en tout cas, il faut s'y référer. C'est l'article R211-4 du Code du tourisme. Donc, dans la partie réglementaire, c'est un article qui vient lister tout ce que vous devez dire à votre client avant la conclusion du contrat. Généralement, ce sont des informations qu'on trouve dans vos CGV, qu'on trouve dans vos brochures, qu'on trouve dans le formulaire standard d'information. Et dans ces infos-là, le sixième information à transmettre, il y en a 8, c'est, et vous l'avez à l'écran, des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeport et de visa, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires du pays de destination. Donc, vous voyez, avant même qu'on ait la crise Covid, c'est rare, mais le législateur a quand même anticipé qu'il y avait des formalités sanitaires et qu'il fallait prévenir le client. On va y revenir, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous parle de formalités sanitaires du pays de destination. La difficulté, c'est qu'une fois que vous avez informé votre client, vous avez été bon élève, vous avez 20 sur 20, vous avez des documents sur un support durable, donc par exemple une brochure ou sur votre site internet, on peut télécharger un PDF avec toutes ces informations sur les formalités sanitaires du pays de destination, que ce soit la France ou l'étranger. Vous avez tout bien fait, mais le problème, c'est que ces formalités, on le sait, elles changent. On voit la carte des pays en France vert, orange, rouge change systématiquement. Les pays à destination vont aussi modifier leur politique sanitaire et donc, du coup, c'est mouvant. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Malheureusement, on informe au mieux, enfin malheureusement ou heureusement pour les clients, c'est à vous d'informer au mieux les clients en vous tenant à jour, puisque certes, l'article R211-4-6 fait état de renseignements sur les formalités sanitaires à destination, mais il y a quand même une obligation beaucoup plus générale de l'agent de voyage d'information de son client. Donc, on ne peut pas non plus prendre cet article, prendre ce texte et se dire voilà, moi, mon obligation précontractuelle d'information, elle est remplie. Avant la signature du contrat, je lui ai dit tout ce que je savais en l'état, puis ça s'arrête là. Non, il y a quand même une obligation générale d'information. Et si vous ne voulez pas être responsable, si jamais le client il se fait refouler, il ne peut pas passer la frontière ou pas pratiquer une activité parce qu'il n'a pas les bonnes conditions pour se faire, à ce moment-là, il faut le tenir informé. Donc, il faut se renseigner évidemment sur les sites officiels, donc diplomatie.gouv.fr, donc le site du Quai d'Orsay, et évidemment, quand vous vendez des séjours à l'étranger, sur les sites officiels des pays de destination. C'est hyper important d'avoir une information à jour. Moi, je vous invite même à mettre des alertes si vous avez des destinations que vous vendez fréquemment ou que vous vendez tout court et qu'il n'y en a pas 150. Mettez-vous des alertes Google, essayez de faire des veilles. C'est hyper important de se tenir à jour pour pouvoir informer décemment vos clients. Qu'est-ce que vous pouvez mettre dans vos CGV? Alors, il faut, si vous le souhaitez, étoffer vos articles. Vous pouvez toujours inviter le client à se tenir informé, à lui indiquer ou se tenir informé, mais ça ne suffit pas. Vous ne pouvez pas vous dégager complètement de responsabilité si dans vos CGV, vous avez marqué il appartient au client de se renseigner sur les conditions et les formalités sanitaires à destination. Ça ne suffit pas. On considérera que vous n'avez pas rempli votre obligation d'information. Mais vous pouvez quand même l'inviter et lui donner les clés pour se renseigner déjà sur des sites fiables. Ça peut être une première étape. Et ensuite, l'alerter sur les changements possibles après la réservation, de préférence sur ce qu'on appelle un support durable. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un support durable? Le support durable, c'est tout ce qui va permettre au client de se référer plus tard, une fois que l'information est délivrée, à ce même support. Donc, ça va être un PDF, ça va être un mail, ça va être un support papier.
dans l'idéal, il faut que vous puissiez démontrer que vous avez informé le client. Donc, un coup de fil, par exemple, ça peut ne pas être suffisant puisque vous n'allez pas pouvoir démontrer en cas de litige que vous avez bien informé votre client. Donc, on vous conseille vraiment d'essayer de transmettre ces infos à minima par mail. Je vois qu'on a des nouveaux arrivants. Alors, bonjour à tous. On a déjà entamé et on est sur l'obligation précontractuelle d'information. Tout ça sera en replay, hein, si vous voulez revoir par la suite, pas de souci. Une question qu'on nous pose régulièrement, c'est est-ce que je dois communiquer sur la carte établie par le gouvernement français? Vous l'avez tous vu passer, cette fameuse carte qui classifie les pays vert, orange, rouge. Là aussi, c'est mouvant. Hein. On a un pays qui peut passer de vert à orange, de vert à rouge, de orange à rouge assez rapidement et sans qu'on l'ait prévu du tout, ce qui va venir compliquer la tâche. Je rappelle que du coup, l'obligation d'information concerne essentiellement les formalités à destination, d'accord? Donc les obligations sanitaires sur place. Or, cette carte, qu'est-ce qu'elle concerne? Elle concerne les obligations sanitaires pour sortir du territoire français et pour re-rentrer sur le territoire français. Donc, si on est vraiment sur une application textuelle stricte du Code du tourisme, c'est pas obligatoire d'informer le client des formalités pour rentrer chez lui. Maintenant, une fois que ça s'est dit, on se doute bien qu'un juge qui est plutôt favorable aux voyageurs, il va se dire, bon, c'est bien gentil, mais s'il ne peut pas rentrer et que vous ne l'avez pas informé, vous n'avez quand même peut-être pas complètement rempli votre obligation d'information générale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? On peut quand même imaginer un système peut-être un peu moins rigide avec, si vous avez un site internet, un onglet où vous avez votre carte. Il y a des cartes interactives qui existent, donc vous pouvez peut-être renvoyer vers les cartes interactives qui sont actualisées extrêmement régulièrement. Au moins, voilà, inviter le client, pour le coup, à se renseigner, lui donner un lien valide, peut-être reprendre la carte sur votre site ou par mail, dans une newsletter si vous en avez une. Enfin voilà, essayez quand même d'informer et au moins de lui transmettre des informations, même si ce n'est pas vous qui la délivrez en temps réel, lui indiquer où aller chercher cette information-là. Une autre question qui revient aussi très régulièrement, c'est est-ce que je peux recommander à mes clients de se faire vacciner? Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus simple si tout le monde est vacciné. Parce que voilà, on peut aller dans les pays orange, ils vont pouvoir rentrer sur le territoire français sans faire de test PCR s'ils étaient à l'étranger. Donc, bon, on a quand même un petit peu tous tendance à vouloir dire si vous faites vacciner et que vous voulez voyager, ça va simplifier la tâche de tout le monde. Prudence ici, évidemment, vous pouvez recommander, au vu des mesures sanitaires existantes, de se faire vacciner en disant que ça simplifie quand même nettement le tourisme et le voyage, mais il faut rester mesuré. Une autre question qui m'a été posée, est-ce que je peux imposer à mes clients d'être vaccinés? C'est-à-dire que je ne vends qu'à des clients vaccinés. Vous pouvez tenter de faire jurisprudence. Je ne vous conseille pas, attendez peut-être que les autres le fassent pour vous. Et si ça passe, vous pourrez le faire. Pourquoi? Parce que ça peut s'assimiler à un refus de vente. Si vous refusez de vendre une prestation ou un séjour à quelqu'un qui n'est pas vacciné, attention à ce que ce ne soit pas un refus de vente. Et honnêtement, voilà, peut-être qu'on peut attendre que des précurseurs très engagés le fassent à votre place. En attendant, recommander de manière soft de se faire vacciner, pourquoi pas, en le justifiant par les mesures sanitaires actuelles, mais on ne l'impose bien évidemment pas. Donc, si on résume sur cette obligation d'information précontractuelle et contractuelle, le Code du tourisme, il prévoit donc une obligation précontractuelle d'information, notamment sur les obligations sanitaires et formalités à destination. Nous, on vous recommande quand même d'inviter les clients à bien se renseigner sur les formalités pour rentrer en France ou pour sortir de France. Et du coup, il faut se tenir informé sur les sites officiels et bien communiquer avec le client sur un support durable pour que vous ayez une preuve de la communication de ces informations-là. Donc, ce n'est pas une très bonne nouvelle que je vous donne là, puisqu'en gros, je vous dis tenez-vous informé et informez le client en temps réel. Donc, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail supplémentaire par rapport à une activité plus classique. C'était déjà le cas avant, mais c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui parce que tout ça est très mouvant. Mais voilà, si vous voulez faire les choses bien, il faut être au top des connaissances et faire une veille
constante pour pouvoir informer vos clients. Est-ce qu'il y a des questions sur l'obligation d'information, précontractuelle ou contractuelle? Alors, oui? Non, pas de questions? Alors, j'avais une question, mais peut-être que vous y viendrez après au moment du point sur le pass sanitaire. Mais si j'ai bien tout compris, là, vous avez évoqué l'information vis-à-vis vous donniez l'exemple, par exemple, d'une obligation potentielle de vaccination pour un conseil de vaccination pour des clients pour sécuriser nos visites. Mais l'information quant à nos collaborateurs sur la vaccination, qui est un sujet là aussi un peu sensible, moi je m'y suis retrouvé un peu confronté. La différence entre informer, conseiller, accompagner, la nuance est ténue, pardon. D'un point de vue juridique, où est la limite entre l'information et l'insistance, si je puis dire? Pour les collaborateurs, j'entends. Hein. D'accord. Oui, bon, on va revoir effectivement un peu après ce qui est prévu pour les salariés et on verra. C'est prévu après, d'accord. Il y a un dialogue qui est prévu effectivement avec les salariés. Oui. Il y a un point droit du travail. On a pensé à vous. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'obligation précontractuelle et contractuelle d'information vis-à-vis des clients? Non, c'est OK. Sur ce qui est du pass sanitaire, on y reviendra en plus par la suite. Alors, on va passer à la deuxième partie, qui est la partie, on va dire, déjà un peu plus touchy, contentieuse parfois, mais généralement, on s'en sort. C'est les annulations. Qui dit mesures sanitaires changeantes avec de plus en plus de conditions pour voyager ou pour effectuer des activités, dit plus d'annulations. Alors, l'année dernière, le grand thème, c'était comment gérer mes annulations dues au confinement, dues au couvre-feu, dues à la quatorzaine, à la septaine. Là, maintenant, c'est comment gérer mes annulations avec les changements de critères pour pouvoir voyager. Alors, le principe, ça reste toujours le même. Donc, il faut parfois revenir aux fondamentaux, et c'est ce qu'on va faire ici. Les conditions d'annulation, normalement, et c'est souvent le cas, hein, je ne connais pas de professionnel qui n'ait pas prévu ça dans ses CGV, elles sont prévues donc dans ce document, les conditions générales de vente, avec généralement un échéancier de retenue en cas d'annulation du client. Donc après, sur l'échéancier, on y reviendra, mais il peut varier selon votre structure, selon les activités que vous proposez, si vous êtes sur des séjours forfaits, si vous êtes sur des services touristiques type visite guidée, où là, on va avoir des conditions peut-être un peu différentes, si vous faites de la billetterie, enfin voilà. Ça peut varier évidemment d'un professionnel à l'autre, mais globalement, vous avez tous et tout un échéancier dans vos CGV en cas d'annulation du client. Vous ne pouvez pas imposer de frais d'annulation lorsque l'annulation résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables à destination ou à proximité immédiate de la destination et qui empêchent la bonne exécution du contrat. Donc, si le client fonde son annulation sur une circonstance exceptionnelle et inévitable à destination ou à proximité immédiate de la destination, à ce moment-là, vous ne pouvez pas lui imposer de frais d'annulation et vous devez le rembourser intégralement dans un délai de 14 jours, puisqu'on n'a plus d'ordonnance qui permet de retenir les sommes et de proposer des avoirs. Vous pouvez bien sûr toujours proposer, mais pas imposer un avoir. D'accord? Donc, si le client il est OK pour un avoir ou pour un report, pas de problème, mais il faut le formaliser par écrit. Sinon, vous devez le rembourser dans un délai de 14 jours. La vraie question, et la question à 1 million, c'est qu'est-ce qu'une circonstance exceptionnelle et inévitable? Parce que finalement, on en revient toujours à ça. C'est quoi une circonstance exceptionnelle et inévitable? Alors, il y a pas mal de possibilités. Hein. C'est sûr que s'il y a un tremblement de terre à proximité et que du coup les activités n'ont plus lieu, bon ben là on est sur une circonstance exceptionnelle et inévitable. Un volcan en éruption, c'est pareil. Mais on va revenir sur, là, dans le cas concret des mesures sanitaires, est-ce qu'on se place dans des circonstances exceptionnelles et inévitables? Sur l'échéancier de retenue, simplement, rapidement, il faut évidemment que cet échéancier, pour pouvoir être appliqué, soit validé par le client avant la conclusion du contrat, donc avant la réservation, d'où l'intérêt de faire en sorte que vos CGV soient acceptés. Donc, si vous êtes sur de la réservation en ligne, pensez à bien faire cocher une petite case j'ai pris connaissance et j'accepte les conditions générales de vente. Si vous faites de la réservation à distance, essayez de les faire signer, c'est encore mieux. Les sommes que vous retenez en cas d'annulation anticipée doivent être justifiables et raisonnables.
D'accord? Le Code du tourisme, il nous dit bien, il faut pouvoir justifier pourquoi vous effectuez des retenues. Donc, généralement, on va le justifier par le fait que le prestataire est déjà payé, hein, les sommes, elles ne sont plus chez vous, ou parce que c'est très difficile de retrouver d'autres clients si peu de temps avant le début du séjour ou avant le début de l'activité. Mais pensez bien à avoir un échéancier qui est quand même raisonnable. Hein. Il ne s'agit pas de demander 100% des sommes si on annule un an avant, hein, globalement. Après, ça dépend des prestations, évidemment. Donc, sur les circonstances exceptionnelles et inévitables, on y revient parce que c'est vraiment le plus important ici. On admettait généralement l'année dernière qu'une mesure de confinement national, c'était une circonstance exceptionnelle et inévitable. Une circonstance exceptionnelle et inévitable, c'est une circonstance qui échappe au contrôle des deux parties et qu'on n'aurait pas pu éviter même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Donc, il faut vraiment à chaque fois se poser la question, ok, là, le client, il annule pour telle raison. Est-ce que c'est vraiment une situation qui échappe à son contrôle, au mien aussi? Et est-ce que s'il avait pris toutes les mesures raisonnables, on aurait pu éviter cette situation et cette annulation? C'est ça le critère. La circonstance exceptionnelle et inévitable, c'est une notion qui est définie dans le Code du tourisme. Donc là encore, si vous ne vous rappelez plus de la définition, vous avez un doute, moi, je vous renvoie vers l'article L211-2 du Code du tourisme. Vous trouverez alors peut-être pas votre réponse absolue, mais au moins vous pouvez vous raccrocher à la définition, ce qui est déjà pas mal. On va avoir deux cas concrets. Alors, à l'international, mais si vous avez des questions plus concrètes dans votre activité, on pourra y venir bien sûr. J'ai pris deux exemples un peu difficiles, le Maroc et Malte. Le Maroc, pour aller au Maroc, il y a à la fois les conditions de sortie du territoire et puis français et les conditions pour rentrer sur le territoire marocain. Donc, il y a double condition. Pour rentrer au Maroc, qui est classé donc orange par la France, les voyageurs vaccinés n'ont pas besoin de motif impérieux, pas besoin de test PCR au retour en France, ni d'auto-isolement. Donc, pas de septaine, pas de quatorzaine. Les voyageurs non vaccinés, eux, ont besoin de motifs impérieux pour pouvoir voyager et un test PCR pour rentrer. Pour rentrer sur le territoire marocain, parce que le Maroc a aussi ses conditions d'entrée, le Maroc avait classé la France en pays A. Donc là, eux, c'est liste A et B, pas vert, orange, rouge. Et maintenant, la France est passée depuis le 14 juillet en pays B. Ce qui fait qu'il y a des conditions différentes pour rentrer sur le territoire avant et après le 14 juillet. Donc, les voyageurs vaccinés aujourd'hui ont quand même besoin d'un test PCR de moins de 48 heures et de remplir une fiche sanitaire, alors que les voyageurs non vaccinés, eux, sont soumis à alors on appelle ça quarantaine, je ne sais pas comment on dit, pour 10 jours, mais une quarantaine contrôlée de 10 jours aux frais du voyageur dans une structure qui est désignée par les autorités marocaines. On ne choisit pas où on s'isole. On s'isole par exemple, si on prend Marrakech, il y a 4 hôtels sélectionnés par les autorités marocaines et on va dans l'un des 4. On ne peut pas sortir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que vu que maintenant, il y a des conditions différentes pour rentrer au Maroc depuis le 14 juillet, un voyageur non vacciné ne peut plus se rendre au Maroc s'il n'a pas de motif impérieux. Donc, un voyageur non vacciné, il va annuler. Il va vous dire, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai pas de motif impérieux, je peux pas voyager pour le tourisme, donc je voudrais être remboursé. Là, vous pouvez raisonnablement opposer une fin de non-recevoir en disant non, c'est pas une circonstance exceptionnelle et inévitable. Vous aviez, si on prend la définition, la possibilité, malgré tout, de partir au Maroc si vous étiez vacciné. C'est-à-dire que toutes les mesures raisonnables n'ont peut-être pas été prises. C'est pas une circonstance complètement hors du contrôle du voyageur. Un voyageur, pareil, vacciné, qui n'a pas eu le résultat de son test PCR à temps, c'est comme un voyageur qui n'a pas eu son passeport ou son visa à temps. C'est une formalité administrative qu'il n'a pas pu obtenir. Ce n'est pas du fait du professionnel, ce n'est pas une circonstance exceptionnelle et inévitable. Ce n'est pas quelque chose qui est complètement hors de contrôle et il aurait pu trouver, alors c'est toujours un peu difficile parce qu'en pratique, moi j'y suis confrontée, j'essaye de partir en congé et je vois bien qu'avoir un test PCR de moins de 48 heures, pas toujours facile. Il faut trouver le bon labo ouvert au bon moment et qui permettent de délivrer les résultats de test à temps, mais c'est possible. C'est possible, les aéroports proposent des tests PCR express, payants, mais c'est possible. Donc ce ne sont pas des circonstances exceptionnelles et inévitables. Si on prend maintenant le cas de Malte, qui est encore un cas
encore plus délicat et très différent, vous allez comprendre pourquoi. Malte, c'est un pays vert, donc pour la France. Donc les voyageurs vaccinés n'ont pas besoin de motif impérieux, pas de PCR, pas d'auto-isolement, il n'y a pas de difficulté pour s'y rendre, enfin, pour sortir de France et re-rentrer. Les non vaccinés, uniquement un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures avant le retour. Ok. En revanche, Malte a aussi des conditions pour qu'on puisse rentrer sur son territoire. Toujours pareil, à chaque fois, il faut regarder les conditions pour sortir, les conditions pour rentrer sur le territoire et pour re-rentrer en France. Les voyageurs vaccinés n'ont pas de quarantaine à destination. Ils peuvent rentrer sur le territoire maltais sans problème. En revanche, un voyageur non vacciné ou n'ayant reçu qu'une seule dose de vaccin, puisqu'il a été testé préalablement positif au Covid-19, a besoin d'un test PCR négatif de moins de 72 heures et une quatorzaine obligatoire dans un hôtel désigné par les autorités aux frais des voyageurs à 100 € par nuitée. C'est-à-dire que, alors même qu'en France, on considère que quelqu'un qui n'a qu'une dose de vaccin, mais qui a été testé positif au Covid, a un schéma vaccinal complet, Malte ne reconnaît pas ce cas de figure comme schéma vaccinal complet. Et là, ça devient plus compliqué, parce que du coup, vous avez un client, un voyageur qui, en France, a fait le nécessaire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire plus. Il ne peut pas choisir d'avoir une deuxième dose de vaccin parce qu'on le lui demande à Malte. Donc, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour pouvoir partir. Il est donc vacciné, mais malgré ça, il se voit imposer une quarantaine à destination. Qui dit quarantaine dit impossibilité pour le professionnel de délivrer les prestations au contrat. C'est-à-dire qu'à destination, le client ne peut pas effectuer les activités qui sont réservées, ne peut pas aller dans l'hôtel ou l'hébergement qu'il avait réservé. Donc, ça impacte bien son voyage à destination, ça a bien des conséquences non négligeables sur son contrat. Et donc, à ce moment-là, on peut imaginer qu'un juge considérera que c'est une circonstance exceptionnelle et inévitable. Donc, il faut vraiment prendre au cas par cas, à chaque fois, et se demander si oui ou non le client a pris toutes les mesures raisonnables pour pouvoir voyager. Si c'est bien le cas et que malgré ça, il ne peut pas exécuter son contrat à destination, là, à ce moment-là, a priori, il faudra le rembourser. Si on a par contre un client qui est positif au Covid et qui du coup ne peut pas partir, là, on considère que ce n'est pas une circonstance exceptionnelle et inévitable à destination. Le critère vraiment important à retenir à chaque fois, c'est est-ce que c'est une circonstance exceptionnelle et inévitable sur place, là où le client doit se rendre. Donc, pour les offices de tourisme, par exemple, pour un client étranger qui se rend sur votre territoire, la question, c'est de savoir s'il y a une circonstance exceptionnelle et inévitable sur votre territoire, sur place. Pour les agents de voyage qui proposaient des séjours et des forfaits à l'étranger, la question, c'est de savoir s'il y a une circonstance exceptionnelle et inévitable à l'étranger sur le lieu de destination, toujours. Donc, on regarde bien ça. Les circonstances personnelles n'entrent pas en jeu ici. En tout cas, ce n'est pas qualifié de circonstances exceptionnelles et inévitables. Le fait de tomber malade, on n'a pas de décision de justice sur le Covid, mais on a des décisions de justice sur le fait de tomber malade de manière plus générale. Ça ne justifie pas une annulation sans frais et un remboursement intégral. Donc, si un client vous dit « je ne peux pas venir parce que je suis positif au Covid », vous avez le droit de lui appliquer les retenues qui sont prévues dans vos CGV et qui ont été acceptées au contrat. Okay ? Donc vraiment, à chaque fois, se référer à la définition des circonstances exceptionnelles et inévitables, vérifier que c'est bien des circonstances à destination et pas au départ. Par exemple, si on est confiné en France mais que la destination reste ouverte, on pourrait appliquer les retenues. Ça ne semble pas très juste en réalité, parce que c'est vraiment pas la faute du voyageur. Mais si on s'en tient juste au code du tourisme, et au texte en vigueur, c'est l'article L200-14, on pourrait appliquer des frais. Après, on ne sait pas trop comment les juges vont interpréter tout ça. On vous tiendra bien sûr informé. Dès qu'on aura des décisions, vous êtes sûr que vous aurez un webinaire ou une newsletter, en tout cas, vous serez au courant. Mais en attendant, on peut appliquer strictement les textes. Est-ce qu'il y a des questions sur les annulations ? Est-ce que vous avez peut-être des cas aujourd'hui un peu épineux dans votre activité? Est-ce que ça se passe plutôt bien? Est-ce qu'il y a quelque chose à clarifier dans tout ce que je vous ai dit? Silence radio. Tout
Tout est clair. Tout est clair. J'ai été limpide. Bon, bah, c'est super. Ou alors, soit je vous ai perdu, soit j'ai été limpide. Je ne sais pas. Dans le doute, on va dire que j'ai été très, très claire. Et je passe le relais à Alice pour le pass sanitaire. Donc maintenant, on va revenir un peu plus sur le territoire national, vraiment cette hypothèse-là avec ce pass sanitaire. Ce que vous a dit Chloé reste quand même applicable sur l'obligation d'information, puisque de même pour votre client qui sent qu'il ait besoin de quitter le territoire français, votre obligation d'information va être de lui préciser que telle activité va être soumise au pass sanitaire. Donc ça va s'appliquer aussi dans ce cadre-là sur le territoire national. Donc on va regarder plusieurs points sur ce pass sanitaire pour voir qui, quand et comment s'applique ce pass. Donc, qui est concerné? Donc, les clients et les salariés. C'est la nouveauté qui va entrer en vigueur. On va revoir après comment l'articuler sur ces salariés. Donc, quand on a aujourd'hui, on a déjà une partie qui est en vigueur depuis le 21 juillet avec un certain nombre de lieux de loisirs et de culture avec une jauge à 50 personnes. À partir de début août, a priori pas avant le 5 août, puisque du coup la loi a été adoptée par l'Assemblée nationale, par le Parlement dimanche, mais elle a été renvoyée au Conseil constitutionnel qui doit rendre une décision au plus tard le 5 août, donc pas avant. Si le Conseil constitutionnel valide, ce qui devrait être le cas, puisque sur les avis préalables donnés au gouvernement par le Conseil d'État, il n'y a pas de blocage particulier, on aurait une promulgation de la loi et une application à ce moment-là. Et il faudra attendre, en plus de cette loi, mais donc sans doute le lendemain ou peut-être même le même jour, un décret du Premier ministre pour préciser certains points. Vous allez voir que sur certains éléments, même avec le texte de loi, je ne peux pas encore tout savoir et qu'il faudra attendre le décret qui viendra préciser certains points. Au niveau de la temporalité, ça s'applique aussi différemment pour les salariés. On a repoussé au 30 août leur obligation d'avoir un pass sanitaire pour les salariés sur les lieux concernés par cette obligation. Et pour les mineurs, 12-17 ans, on a repoussé au 30 septembre l'application de cette mesure. Aujourd'hui, la loi, elle prévoit ce système jusqu'au 15 novembre. Pour que ça soit ensuite reconduit, il faudra repasser devant le Parlement après le 15 novembre si on veut prolonger cette application du pass sanitaire. Donc, à qui est appliquée cette obligation? Parce qu'il faut faire attention, parce qu'on en parle de manière assez large dans la presse et on n'est pas du tout sur une application à tout établissement recevant du public. On est sur une application plus précise. Aujourd'hui, la liste qui est là sur les activités de loisirs, c'est celle qui est dans le décret applicable depuis le 21 juillet, mais qui ne devrait pas bouger puisque la loi prévoit d'imposer cet pass sanitaire aux activités de loisirs. Mais on a quand même de fortes chances dans la communication gouvernementale, c'est ce qui est dit, que la liste qui est dans le décret aujourd'hui du 19 juillet soit la même sur les activités de loisirs dans la liste qui sera dans le décret postérieur à la promulgation de la loi. Donc, pour savoir si vous êtes soumis à pass sanitaire, il faut vraiment regarder cette liste-là et notamment, puisqu'aujourd'hui on a des offices de tourisme qui nous écoutent, les offices de tourisme en soi, en tant que lieu d'accueil et d'information et d'établissement recevant du public, ne sont pas dans cette liste. Ce qui est dans cette liste, il y a un certain nombre de choses. Il y a les cinémas, il y a les salles de concert, il y a les festivals, il y a les foires, salons, séminaires, les zoos, les musées. Il y a une expression qui est un peu plus large, qui parle de tout événement culturel, sportif, ludique ou festif organisé dans l'espace public susceptible de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes. Ça a été précisé par le gouvernement comme dès que un événement sur la voie publique permet de contrôler son accès et donc permet de contrôler si la personne est détentrice du pass sanitaire. Il donnait comme exemple que, par exemple, pour les feux d'artifice du 14 juillet, si c'est comme ça un peu dans la rue et que du coup, il n'y a pas d'accès organisé pour le voir, on n'est pas dans cette ligne-là. En revanche, si c'est un événement clos comme un bal des pompiers et qu'on peut contrôler l'accès à l'événement, là, on applique cet aspect-là. Mais j'avoue que c'est sans doute l'item qui est le moins clair dans les activités de loisirs, mais dès lors qu'il y a un système de billets ou de contrôle d'accès possible, même pour un événement qui a lieu dehors, il faudra appliquer le pass sanitaire. Pour les navires et les bateaux, on est sur une restriction aujourd'hui aux navires et bateaux de croisière avec hébergement. Donc, par exemple, les bateaux qui vont du continent vers une île dans les îles bretonnes ou l'île Atlantique sont aujourd'hui pas soumis à pass sanitaire et a priori, il n'y a pas d'annonce sur le fait qu'il y aura un changement dans le décret qui suivra la promulgation de la loi après le 5 août.
Dans la communication du gouvernement, par contre, ce qui va changer par rapport au décret aujourd'hui en vigueur, c'est qu'a priori, la jauge de 50 personnes va sauter. Donc, si aujourd'hui, vous n'appliquez pas, par exemple, vous gérez un château et que de fait, vous aviez une jauge à 45 personnes et que vous n'appliquez pas le pass sanitaire, demain, a priori, après, avec le décret qu'il y aura après la loi du 5 août, plus de jauge. Donc, toute cette liste-là, quel que soit le nombre de personnes accueillies, devra faire l'objet d'un pass sanitaire. Donc, on comprend, notamment par la phrase qui parle d'événements culturels dans l'espace public et avec la suppression de la jauge, que par exemple des visites guidées en extérieur, comme il peut y avoir beaucoup dans cette période estivale sur notre territoire, vont être soumises à pass sanitaire, puisqu'on sera dans un cas où le guide, lui, d'habitude vérifie que les gens sont bien inscrits, vérifie qu'ils ont bien payé un billet, et donc il sera en mesure de vérifier en plus le pass sanitaire. Ça sera vraiment à vérifier dans le décret, si par hasard, il y a une exception pour les guides conférenciers, pour une jauge pour cette activité-là. C'est possible, puisque la loi le permet de moduler éventuellement en fonction de la jauge pour certaines activités. Aujourd'hui, la communication du gouvernement, c'est de dire qu'il y aura toute cette liste-là soumise à pass sanitaire sans aucune jauge. Donc, même une visite avec 3 personnes serait soumise à pass sanitaire. Ce qui a par contre été précisé et qui effectivement ne figure pas dans la liste, c'est l'accès aux hébergements touristiques. Pas de pass sanitaire, sauf pour les lieux de restauration et de convivialité, les piscines aussi notamment, puisque les établissements de sportifs sont soumis. Là, il y a application. Donc, dès lors que votre hébergement touristique a une piscine, a un espace de restauration, finalement, on soumet à pass sanitaire les gens qui viennent dans cet hébergement-là. On a eu aussi des précisions selon lesquelles, dans l'application, on pouvait, parce que ça, du coup, ils sont déjà concernés s'ils sont à plus de 50 personnes, on pouvait vérifier une fois pour l'ensemble du séjour. Ça a été dit que c'était toléré au niveau de l'application. Donc, bien vérifier qu'on est bien dans le champ d'application de cette activité de loisir. Autre ouverture que va faire la loi, elle va aussi viser certains transports et trajets. Donc, l'expression qui a finalement été retenue dans le texte adopté dimanche, c'est les déplacements de longue distance par transport interrégionaux. Donc, ça va être précisé dans le décret. C'est prévu que le décret précise ces notions-là. Dans la communication, on nous dit qu'on va trouver une formulation qui permettra d'exclure des trajets pendulaires. L'idée, c'est de ne pas embêter des gens qui, bien qu'ils prendraient un TER, le prennent quotidiennement pour aller au travail. L'idée, c'est quand même de viser les déplacements de loisirs dans la limitation que ça porte à la liberté d'aller et venir, de soumettre au pass sanitaire. C'est de viser les longs trajets et de viser des trajets qui ont un motif finalement touristique. Donc, ça concernera les TGV, les intercités, les cars effectuant un trajet interrégional et l'avion. La loi prévoit une exception, l'urgence faisant obstacle à la délivrance de justificatifs requis. Ça aussi, c'est censé être précisé dans le décret. Ça serait l'idée qu'au moment du contrôle, on puisse invoquer un motif d'urgence qui fait qu'on est monté dans le train sans avoir son justificatif parce que pour une raison urgente, on devrait se rendre à tel endroit. On n'a vraiment aucune précision sur quelle que sera l'urgence, qu'est-ce qui justifie qu'on n'ait pas eu le temps d'avoir son pass sanitaire, sachant qu'on est censé, si on l'a, l'avoir notamment sur son téléphone portable. À préciser avec le décret, ça a été imposé, ça notamment dans l'avis du Conseil d'État qui a été rendu sur le projet de loi, comme c'est vraiment une limitation à la liberté d'aller et venir, qu'elle soit la plus limitée et proportionnée possible, et donc de prévoir cette petite souplesse d'urgence qui sera appréciée, je pense, in concreto par les personnes chargées du contrôle, à voir si le décret précise, les transports de manière plus affinée que transports interrégionaux, et à voir s'il y aura une exception du coup pour les gens qui le prennent quotidiennement, un moyen de justifier différemment ou de ne pas avoir à justifier du pass sanitaire dans ce cadre-là. Donc le pass sanitaire, je rappelle que c'est 3 choses possibles pour toutes ces activités-là. C'est soit la vaccination, soit un test PCR antigénique négatif de moins de 48 heures au moment du contrôle, soit une preuve de rétablissement. Donc, c'est bien ces 3 hypothèses-là. Hein. Il n'y a pas de limitation à la vaccination dans les hypothèses de preuve sanitaire valide. C'est bien les 3 hypothèses qui sont possibles.
ce qui montre que vraiment, il n'y a pas de débat sur le fait de soumettre une activité au pass sanitaire. Là, il n'y a aucun débat sur le fait que ce n'est pas une circonstance exceptionnelle et inévitable par rapport à ce que Chloé vous a expliqué, parce que vraiment, le touriste n'a aucune difficulté à accomplir la formalité et à avoir les moyens de choisir une des 3 hypothèses pour remplir cette obligation administrative de présenter un pass sanitaire pour participer à l'activité de loisir, pour rejoindre son hébergement. Donc, comment maintenant, puisque du coup, si vous êtes dans cette liste d'activités concernées ou que vous vendez et que vous conseillez des prestataires qui vont être soumis à cette obligation, c'est assez bien précisé sur le site du gouvernement. Donc, c'est un dispositif sur lequel qu'il faut télécharger, qui s'appelle Tous Anti-Covid Vérif et qui va permettre de vérifier en scannant le QR code, qui peut être présenté sur version papier ou sur son téléphone. Comme c'est quand même des données un peu sensibles, il y a eu la CNIL qui a été consultée, donc tout ça doit être très encadré. Il faut que vous désigniez nominativement les personnes qui vont être chargées de ce contrôle. Vous êtes censé avoir un registre possible, par exemple la CNIL ou quelqu'un qui vous poserait une question à celui-là, vous devez avoir un registre des personnes nominativement avec les dates et les horaires auxquels elles sont habilitées à faire ce contrôle du pass sanitaire. Donc, il faut vraiment être précis là-dessus. Il faut vraiment se contenter de scanner ça. L'application, elle est validée par la CNIL, donc elle permet que quand on scanne, ça ne conserve absolument pas les données, donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et dans la dernière version de la loi qui a été votée dimanche, on a encore restreint les modalités de contrôle, puisque la loi prévoit que le contrôle des documents officiels d'identité, c'est uniquement par les forces de l'ordre. Donc, aujourd'hui, dans la communication qui n'est pas encore à jour du gouvernement sur ce point-là par rapport au texte de loi, on nous disait que les personnes chargées du contrôle devaient vérifier de manière concomitante, scanner le QR code et un document d'identité pour voir si c'est la bonne personne. Il y a eu de la part des sénateurs une volonté d'amendement pour que dans toutes ces activités de loisirs, des gens qui n'ont pas la formation se mettent à contrôler les papiers d'identité de tout le monde. Donc ça, c'est que les forces de l'ordre. Donc c'est les forces de l'ordre qui, en se présentant dans un lieu soumis, pourront en plus vérifier la coordination entre le document d'identité et le QR code. Dans vraiment la loi adoptée, il n'y a pas cette obligation qui pèse, c'est vraiment donc juste scanner le QR code. Quelles sont les conséquences d'une absence de passe sanitaire? Donc pour le client, c'est un non-accès à l'activité ou au lieu, à l'événement. S'il décide d'annuler parce qu'il n'a pas de passe sanitaire, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas une circonstance exceptionnelle et inévitable. Donc, des frais d'annulation, si c'est vraiment dans vos CGV par rapport à la date à laquelle il dit qu'il annule à la dernière minute ou le jour même qu'il dit je n'ai pas pu accéder parce que je n'avais pas mon passe sanitaire, il y a des chances que ce soit une retenue totale du prix et des frais. Donc, aucun souci là-dessus pour appliquer ça de cette manière-là, vu la possibilité qu'il a, si vous avez bien satisfait votre obligation d'information que l'activité était soumise à passe sanitaire, et vu les alternatives qu'il a pour remplir cette obligation, aucun souci pour considérer que c'est une annulation à son tort. Pour les salariés, donc si vous êtes un lieu, un événement qui est soumis à passe sanitaire, donc uniquement dans ce cas-là, il n'est pas question d'avoir une application plus large, hein, c'est vraiment précisé que vous n'avez pas du tout le droit de l'appliquer en dehors des activités visées. Le salarié qui va être dans l'activité concernée par le pass sanitaire et qui ne le présente pas, la première alternative, c'est qu'il pose des jours de congé, des jours de RTT. C'est la première alternative. La deuxième, c'est donc notification le jour même, par tout moyen, nous dit le texte, donc par email, ça sera bon, de la suspension du contrat de travail sans salaire. Donc quelqu'un qui se présente un jour à son travail alors qu'il est sur un lieu ou un événement soumis à passe sanitaire sans passe sanitaire valide, on lui notifie tout de suite la suspension de son contrat de travail et cette suspension conduit à une suspension du versement du salaire. La loi prévoit ensuite qu'après 3 jours travaillés sans passe, si on est sur 3 jours où il était au planning, ce salarié, il est convoqué à un entretien. La loi nous dit que cet entretien doit permettre d'envisager les moyens de régulariser. C'est là que, quand on parlait tout à l'heure de quelle est l'information à donner sur la vaccination, concrètement, à ce moment-là, dans l'entretien pour envisager les moyens de régulariser, vous pouvez faire une information sur qu'est-ce que le pass sanitaire, qu'est-ce qu'un pass sanitaire valide. Mais pour un salarié, un pass sanitaire valide, ce n'est pas forcément la vaccination.
pour vos salariés des activités de loisirs. Hein. Si vous étiez établissements médicaux, vous êtes sur autre chose où il y a une obligation vaccinale, mais ce n'est pas votre cas pour les activités de loisirs et les transports. On est sur une obligation juste de passe sanitaire et donc on peut avoir des salariés qui décident de faire un test PCR pour avoir un test PCR de moins de 48 heures à chaque fois qu'ils travaillent. C'est tout à fait possible. Donc, votre rôle à ce moment-là avec votre salarié, c'est un rôle d'explication du pass sanitaire, de réexpliquer que soit il fait des tests PCR de manière à ce qu'il soit valide tous les 48 heures, soit lui réexpliquer la vaccination, éventuellement le schéma vaccinal. Mais voilà, c'est pas plus que ça. Comme moyen de régulariser, j'en vois pas d'autre que de lui dire qu'il faut qu'il ait un pass sanitaire valide. L'autre moyen qu'ouvre la loi, c'est la possibilité de lui proposer une affectation temporaire sur un poste non soumis à l'obligation. Donc ça suppose que dans votre activité, vous ayez certains métiers qui soient en dehors de l'obligation. Donc ça peut être le cas aujourd'hui avec les offices de tourisme qui nous écoutent, ou certains, vous gérez des lieux de visite. Par exemple, si vous gérez l'accès à un château à côté de l'office, autant l'accueil de l'office de tourisme n'est pas soumis à l'obligation de passe sanitaire dans vos bureaux, autant l'accès à la visite au château est soumise. Donc, vous pouvez envisager de basculer un salarié affecté au château à l'accueil de l'office de tourisme. Encore une fois, il faut que ce soit possible. Il ne faut pas que ça préjudicie aux autres non plus. Donc ça, la loi n'a vraiment pas été très claire sur cet aspect-là, mais en tout cas, c'est plutôt pensé, je pense, dans un sens aussi de faciliter si vous avez vraiment la possibilité. Ce n'est pas une obligation de bouger quelqu'un d'autre pour le mettre à sa place. Il faut réfléchir ça en intelligence et en discussion. Si c'est des CDD et des missions d'intérim qui sont concernés par cette non-présentation du pass sanitaire, là où la loi a supprimé le licenciement pour les personnes en CDI, elle a maintenu la possibilité que ce soit un motif de rupture du contrat avant son terme. Donc, si c'est quelqu'un que vous avez pris en CDD saisonnier et qui, après 3 jours travaillé sur son planning, ne présente toujours pas de passe, vous pouvez lancer une procédure de licenciement pour mettre fin au contrat pour ce motif-là avant son terme. Et ça sera, en suivant la procédure de licenciement, une procédure qui sera considérée comme valide pour mettre un terme plus tôt au CDD ou à la mission d'intérim. On a une question, parce que je vois qu'on a levé la main. Oui, Bruno Javerzac, là, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, Office de tourisme Loire-Forêt, je vous appelais je voulais savoir par rapport à justement la notion de passe sanitaire que les gens peuvent avoir ou pas. J'ai raté le début de la vidéo, je suis désolé, vous l'avez peut-être dit avant. Est-ce qu'on doit tenir un registre des gens qui ont un pass sanitaire ou pas? Concernant vos salariés? Ouais. Alors, concernant les salariés, théoriquement, non. La loi prévoit la possibilité, donc avec l'accord du salarié, que vous conserviez son justificatif pour qu'il n'ait pas à en justifier chaque jour quand il vient travailler. Donc, ce qu'il faut, c'est matérialiser ça par un échange d'emails où le salarié vous dit, pour plus de simplicité, je veux bien que tu conserves, si joint, la copie de mon pass sanitaire. Ce qui est valable pour un salarié vacciné, ce n'est pas valable pour celui qui décide de faire les tests PCR tous les 48 heures. Mais pour celui vacciné, mais il faut son accord, parce que du coup, il faut qu'il consente à ce que vous conserviez cette donnée qui est un peu médicale. Mais donc, c'est possible avec le consentement. Et s'il n'est pas d'accord pour me fournir son pass sanitaire, je me base sur CDIR au Verbo? Non, par contre, il est obligé de le fournir. Mais c'est-à-dire que la question, c'est soit chaque jour, quand il vient travailler, on le scanne et cette donnée disparaît, puisque l'application, le contrôle est fait pour disparaître et ne pas le conserver. Soit il consent à que vous conserviez cette donnée pour de bon. Alors ça, c'est dans la théorie où tout le monde travaille au même endroit, c'est super facile, super pratique. Oui. Personnellement, on a 7 bureaux d'information et je me vois mal faire tous les matins la tournée pour aller vérifier ça, et notamment même les responsables de service sont à un lieu localisé, mais ils vont pas faire la tournée tous les jours pour aller vérifier tout ça. Alors, comme dit tout à l'heure, vous, office de tourisme, encore une fois, si vous êtes juste office de tourisme et que vous n'êtes pas dans un lieu particulier comme un château, il y a des visites, vous n'êtes pas concerné par l'obligation du pass sanitaire aujourd'hui. Hein. Effectivement, mea culpa. Par contre, pour les personnes qui vont mener des visites guidées et qui du coup vont rentrer dans le champ d'application de ce que vous appeliez tout à l'heure, voilà, les événements extérieurs, là, du coup, eux, pour le coup, ils seront tenus de me fournir le pass sanitaire à chaque fois qu'ils seront sur une visite guidée, on est bien d'accord? C'est ça. Très bien.
Ouais. Mais le mieux, c'est parce que je pense que si les gens ont le pass sanitaire et sont vaccinés, ça m'étonnerait qu'il y ait des salariés qui disent « Oh mon Dieu, c'est insupportable d'envoyer une copie définitive de mon passeport vaccinal à mon employeur. » Ça m'étonnerait. Enfin, je vois pas vraiment, si vous l'avez, vraiment le passeport vaccinal, le petit papier avec le QR code, il y a son prénom, sa date de naissance. Hein, donc, c'est-à-dire que la protection, elle est que normalement, le salarié n'a pas à vous dire pourquoi il a un pass sanitaire. Donc, normalement, vous n'avez pas à savoir si les salariés sont soit vaccinés, soit avec un PCR négatif. Vous devez juste savoir que le QR code est valide. C'est pour ça que s'il y consent et que c'est un pass qui est définitif, en fait, parce que c'est un vaccin, il peut vous l'envoyer et vous le conserver pour de bon. C'est quand même vraiment ce qu'il y a de plus simple s'ils sont dans l'hypothèse de la vaccination. Ben, c'est ça, sauf que si j'ai un guide qui n'est pas vacciné, et du coup sera soumis à effectuer des tests toutes les 48 heures, si je ne me trompe pas, eh bien à chaque fois, il devra présenter soit à son responsable de service, soit à moi-même, ou m'envoyer par mail la preuve de test, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Sauf à ce qu'il scanne, si le guide, vous le mettez personne habilité pour vérifier les gens qui viennent aussi, les clients aussi qui viennent, sauf à ce qu'il scanne lui-même en arrivant. Oui, c'est ça. C'est que moi, j'ai pas 50 guides, j'en ai 2 officiels. Après, j'ai des gens qui viennent en suppléance, mais j'en ai une des 2 qui n'est pas vaccinée, a priori. Donc, ça veut dire qu'elle va être aussi amenée à scanner les passes sanitaires des gens. Oui. Donc oui, il faudra elle va pas s'auto-scanner de toute façon. Enfin, je veux dire, c'est un tiers hiérarchique qui doit attester qu'elle est bien ce pass sanitaire. Sinon, ça tient pas, j'imagine. Oui, non, ça tient pas. Et c'est vrai que le fait qu'elle soit pas localisée au même endroit que vous rend impossible. Vous n'êtes pas dans une entreprise où à l'accès en bas le matin, vous pourriez faire contrôler les gens, quoi. Mais du coup, le mieux, c'est quand même un échange de mails pour tracer le fait qu'elle est d'accord avec le concept de vous l'envoyer par mail, qu'elle n'a pas d'opposition particulière. Après, de toute façon, si on parle en termes de risque et de relations droit du travail, ils ne vont pas en faire un grief de dingue d'avoir décidé de fonctionner comme ça, parce que je ne vois pas trop comment vous pouvez faire autrement dans votre cas. Mais le mieux, c'est quand même, si possible, d'avoir un échange écrit où vous lui dites, bah voilà, le système à partir de telle date, compte tenu d'application du pass sanitaire, c'est que chaque jour où tu fais ta visite, préalablement, tu m'envoies ton pass sanitaire valide. Et elle vous dira OK, elle l'envoie et ça vaudra consentement. Il n'y a pas de formalisation plus précise avec ça. Ok, après, j'ai une autre question, une petite subtilité à ça, c'est qu'en marge des visites guidées, j'ai parfois aussi des personnels de l'accueil qui viennent aider à l'encaissement et ainsi de suite sur ces visites guidées. Donc du coup, ils vont être en contact avec le public qui va venir. Ouais. Est-ce que ces personnes accueillantes sont également soumises à me présenter ce pass ou pas? À mon avis, oui, parce que l'expression qui est dans le projet de loi, c'est les personnes intervenant sur le lieu ou l'événement. L'expression est celle-ci. Très bien. Donc, je dirais plutôt oui que non. À surveiller quand même pour toutes ces histoires de guides conférenciers, de visites en extérieur, si quand même le décret ne va pas venir nous mettre une petite exception. Je ne sais pas si c'est très proportionné d'appliquer le pass sanitaire aux visites extérieures quand on a 5 personnes à sa visite, mais bon, à voir s'ils vont aller dans la dentelle sur ce sujet-là ou s'ils ne le font pas, quoi. Après, la difficulté peut naître aussi d'une visite guidée qui part, dont le départ est en extérieur, mais qui parfois va passer dans des hôtels particuliers, dans des cathédrales, dans des… Voilà. C'est sans doute pour ça qu'ils ne vont pas faire la dentelle, parce que ça devient très compliqué si on dit pas de pass sanitaire pour une visite avec un guide conférencier, s'il y a moins de 10 personnes, si c'est juste en extérieur, si vous ne rentrez pas dans un monument, ça fait beaucoup de si. Donc le plus simple est sans doute de dire tout événement culturel, pass sanitaire en extérieur. C'est quand même plus simple, je pense. Ok, je vous remercie pour toutes ces précisions, mesdames. Et alors, on a eu une question qui nous est posée par écrit par Isabelle Arbuse d'un office de tourisme, où alors vous me dites que vous êtes en ERP de type L. Alors, je ne connais pas la liste par cœur des types d'ERP. C'est quoi un type L? Alors, type L, c'est salle d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle ou à usage multiple. D'accord.
Ça signifie que, genre, quand on rentre dans l'office, on a une partie accueil de l'office de tourisme et à côté, vous avez une salle dans laquelle vous faites des événements? Ben, on a des salles dans lesquelles on fait des événements. On a aussi un espace muséo qui est rattaché à l'espace accueil de l'office de tourisme, puisqu'on est dans la maison du parc. Et on a plusieurs bureaux et c'est le cas aussi d'autres bureaux. Et vous avez un espace musée, c'est ça que vous avez dit? Ma question, elle porte sur est-ce que c'est le type de RP qui va déterminer l'obligation de passe sanitaire ou pas, ou c'est la nature de l'activité dans les espaces? Alors, c'est le décret qui va être le plus précis et qui n'est pas encore sorti. Sur le décret qu'on a aujourd'hui en vigueur depuis le 21 juillet, il fait les deux. Il met le type de RP et le type d'activité dans le RP qui est concerné. Donc, ça, c'est sûr qu'il n'y aura pas de précision, comme il n'y a déjà pas eu de précision les autres fois sur qu'est-ce qui devait fermer comme ERP. On avait la même question pour certains offices de tourisme, qu'on sait dualité d'activité, où parfois ils avaient une partie qui était censée être fermée, l'autre qui pouvait être ouverte et où ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Ça m'étonnerait que le texte donne la réponse parfaite. Donc la question, c'est à mon avis soit de considérer que vous êtes soumis intégralement compte tenu de la porosité des espaces et du fait que les gens vont accéder en passant partout pour aller aux endroits, soit au contraire d'organiser une étanchéité qui ferait qu'il y aurait un accès possible à l'espace accueil de l'office de tourisme qui, lui, n'est pas soumis au pass sanitaire, avec vraiment un endroit de contrôle, un endroit précis pour un espace musée et pour l'entrée sur les événements et les salles, quoi. Si vous organisez une manière à cloisonner et à éviter que les gens puissent passer, qu'il y ait vraiment un contrôle d'accès différent aux espaces qui eux seraient soumis. Après, pour vos salariés, si de fait, ils peuvent être affectés à tous ceux qui peuvent être amenés à passer dans un des espaces soumis à pass sanitaire seront soumis à l'obligation. Alors, j'ai une autre question parce qu'on a très souvent une seule personne à l'accueil pour l'ensemble des espaces qui est déjà à l'intérieur du bâtiment. Ouais. Ça veut dire qu'on ne pourra contrôler qu'une fois les gens entrés dans l'espace accueil. Du coup, ça veut dire qu'on laisse les gens entrer pour les faire ressortir. Parce que s'il faut qu'on mette une deuxième personne pour contrôler, là, on change complètement notre mode de fonctionnement et il y a des conséquences financières qui en découlent. Oui, parce que vous, du coup, vous préféreriez en termes d'organisation mettre directement une affiche à l'entrée mais de fait, même si vous mettez l'affiche, vous devez contrôler. Donc, de toute façon, cette personne devra contrôler à un moment donné les passes sanitaires. C'est juste que ça vous oblige à les placer différemment si vous faites le contrôle juste à un autre endroit pour l'entrée à ces musées. Disons que la configuration des lieux fait que la personne doit rentrer, avancer dans le bâtiment, passer le sas d'accueil, passer une partie de l'espace muséo pour rencontrer le point d'accueil, là où il y a la banque d'accueil, et là où la personne pourra éventuellement faire le contrôle. Donc, ça veut dire qu'elle sera rentrée dans le bâtiment avec potentiellement pas de passe sanitaire jusqu'au moment où on va contrôler et si besoin, on la fait ressortir. Oui. Après, en soi, même si vous étiez qu'un musée, entre guillemets, même si vous mettez la fiche passe sanitaire obligatoire, quelqu'un qui met le pied dedans et qui n'a pas le passe sanitaire valide quand on le scanne, il a eu le droit d'avoir mis le pied dedans avant d'être soumis au contrôle. Donc, en soi, cet aspect-là n'est pas si grave que ça. Après, je comprends que dans le cheminement, on passe nécessairement par l'espace musée. Une partie, oui, on passe par une première partie de présentation du territoire, oui, avant de rentrer dans l'espace accueil de l'office de tourisme. Et du coup, pourrait laisser entendre que compte tenu de la porosité des lieux avec les activités soumises à pass sanitaire, tout votre lieu serait soumis à pass sanitaire. De la même manière qu'un camping, à partir du moment où il a des piscines et un espace de restauration, aujourd'hui, contrôle le pass sanitaire à l'entrée du camping. Ça serait, je pense, il ne faut pas hésiter, à attendre le décret pour les précisions, mais soit à consulter votre préfecture qui doit avoir un service sur ces questions Covid et autres et qui peut apporter des précisions dans la période où on ne savait pas qui avait le droit d'ouvrir, qui avait le droit de fermer. Il y a certains offices qui sont allés chercher la réponse auprès des préfectures qui leur ont dit qu'ils pouvaient garder leur espace accueil ouvert bien qu'ils étaient dans un lieu qui, lui, normalement, devait être fermé. Donc ça,
pas hésiter à voir ce qu'en pense le service de la préfecture sur cette hypothèse assez particulière. À mon avis, ça ne peut pas vous être reproché, à contrario, de décider que compte tenu de la porosité des espaces, tout sera soumis à passe sanitaire. Ouais, mais du coup, ça complique. Et du coup, la loi prévoit qu'on n'a pas le droit, à contrario, elle prévoit qu'il est interdit de soumettre un accès à passe sanitaire si vous n'êtes pas dans la liste. C'est pour ça que si j'étais vous, je solliciterais la préfecture pour me baquer et pour que la préfecture me dise, dans mon cadre à moi, avec tout cet espace un peu différencié, qu'est-ce que je dois faire. D'accord. Et du coup, est-ce que dans les textes, il est spécifié que le contrôle il doit avoir lieu à l'entrée du bâtiment ou il n'y aura pas cette précision-là? Il n'y a pas cette précision-là, non. Il y a marqué pour l'accès au lieu et à l'événement. Donc en soi, on vous oblige, il n'y a pas de réglementation que le contrôle à l'accès au lieu soit en extérieur. Je pense que ça peut être tout à fait à la borne d'accueil à l'intérieur. On ne va pas vous exiger de faire une espèce de tente devant pour que surtout il n'y ait pas eu un pied de quelqu'un qui n'a pas de passe sanitaire à l'intérieur. C'est à l'endroit où on contrôle les accès. Hein, donc ça, il n'y a pas de réglementation plus précise que ça sur ce point-là. D'accord. Et donc, dernière question, on a des bureaux qui sont tenus par des bénévoles. Est-ce qu'ils sont soumis aux mêmes règles? Dans cet espace avec plein de choses? Non, non, dans d'autres bureaux où la question ne se pose pas, où là, il n'y a qu'une activité accueil touristique. Du coup, dans ces bureaux-là, il n'y a pas d'application de passe sanitaire. Hein, donc, il n'y a pas de… D'accord. Donc, la question, soumis à passe sanitaire, je pense que les bénévoles rentrent dans l'obligation puisque, encore une fois, l'expression de la loi, c'est personnes intervenant dans les lieux. Ce n'est pas salarié, c'est personnes intervenant dans les lieux. D'accord. Merci beaucoup. Anne, vous voulez poser une question? Oui, merci. Bonjour à tous. Moi, je voulais juste revenir sur le registre des salariés vaccinés. Si le salarié me présente un certificat de vaccination, mais uniquement certificat de vaccination, est-ce que dans ce cas-là, je peux garder l'information dans un tableau en disant un tel et un tel, j'ai plus besoin de vérifier puisqu'il m'a présenté le certificat, mais sans pour autant garder une copie ou prendre une copie de ce certificat. Je l'ai vu, j'atteste qu'il a le certificat de vaccination, donc je ne l'embête plus avec le pass sanitaire. Est-ce que ça, c'est possible? Oui, encore une fois, la loi, elle prévoit que si le salarié est consent, vous pouvez même conserver la photocopie. Oui, oui. Mais disons que… Je pense qu'il vaut peut-être mieux conserver la photocopie parce qu'en soi, du coup, si vous êtes contrôlé sur votre manière la manière dont vous contrôlez le pass sanitaire, vous devriez démontrer que vous l'avez bien contrôlé et qu'il est bien valide. D'accord, ok. C'est quand même plus simple de le conserver. D'accord. Et deuxième question, donc ça c'était pour les salariés qui effectuent des visites guidées. En revanche, on achète des prestations de visites guidées à des guides qui ont la carte et qui nous proposent des visites. Dans ce cas-là, mon rôle d'office de tourisme lorsque je vends cette prestation, c'est d'informer le client qu'il a besoin du pass sanitaire. Le pass sanitaire est vérifié par le guide. Mais est-ce que moi, je dois vérifier le guide? Non, je ne pense pas. Non, l'idéal, c'est dans votre contrat de partenariat ou de prestation. De toutes les manières, il y a souvent une clause dans laquelle on indique qu'il doit être à jour de ses obligations. Oui, oui, tout à fait. Et on se base là-dessus. Hein, ça rend des obligations sanitaires, de sécurité. Oui, dans vos ventes de prestations, vous êtes sur l'obligation d'informer à celui qui achète que l'activité qu'il achète va être soumise à passe sanitaire, mais c'est aucunement à vous de contrôler. Parce qu'on a eu la question de certains prestataires, notamment des petits prestataires comme ça, qui voulaient renvoyer la balle sur l'agence ou l'office de la vérification des passes sanitaires. Et ça, c'est non, c'est pas vous qui vérifiez pour un prestataire. La loi, elle est assez claire sur le fait que c'est le prestataire qui gère l'activité, le lieu, qui s'occupe de la vérification. Donc, vous n'avez pas à accepter ce fonctionnement-là. Très bien, merci. Et donc, la dernière conséquence qu'on n'a pas vue, c'est pour l'entreprise qui serait concernée et qui n'appliquerait pas les choses correctement. Donc là, on a eu ça a été minoré dans la dernière version de la loi qui prévoyait au départ des sanctions pénales directes, où là, on est sur quelque chose de graduel. Si on constate un non-respect des modalités de contrôle du pass sanitaire, on est d'abord sur une mise en demeure
où normalement on vous laisse 48 heures pour faire les choses plus correctement au niveau du contrôle du pass sanitaire. La deuxième sanction, si après les 48 heures, on constate que c'est toujours pas bon, c'est une fermeture administrative qui peut aller jusqu'à 7 jours. Et c'est si ensuite on n'a respecté ni la mise en demeure, ni la mise en conformité après la fermeture administrative, qu'il y aura une sanction pénale avec amende et une peine d'emprisonnement qui est prévue même contre le gérant. Mais donc, c'est graduel. Et on voit aussi que dans les annonces, par exemple, gouvernementales, pour les activités qui sont déjà soumises depuis le 21 juillet, ça a quand même été annoncé qu'il y avait une tolérance la première semaine. Voilà. Mais on est graduel, y compris dans la loi, pour ensuite, avec ce système que du coup, si par hasard, il y avait un contrôle et qu'on considère que la manière dont c'est fait, l'endroit où il y a le contrôle est trop tardif dans le cheminement, par exemple, pour reprendre la question tout à l'heure, s'il y avait un contrôle des forces de l'ordre qui trouvait que ce n'est pas correct, vous auriez 48 heures pour vous mettre en conformité en disant bah non, mais il faut contrôler tout le monde et à cet endroit-là et de cette manière-là. Donc, il n'y a pas. Voilà, c'est prévu de manière graduelle et donc assez souple pour pouvoir changer les choses si par hasard il y avait un contrôle qui trouvait que vous ne faites pas comme il faut. On arrive aux questions, même s'il y en a déjà pas mal qui ont été posées. Donc je ne sais pas s'il reste des questions sur tous ces sujets-là. Oui, j'avais une question sur la jauge de 50 personnes. Vous avez indiqué là dans votre présentation qu'il y avait, comment dire, une forte supposition que début août, cette jauge soit amenée à disparaître. Donc, pour les visites guidées, vous donniez l'exemple d'une visite de 3 personnes qui seraient donc soumises au pass sanitaire. C'est une information c'est une supposition ou est-ce que vous faites le parallèle avec les cafés, les restaurants où il a déjà été clairement annoncé qu'il n'y avait pas de jauge de 50 les concernant comme l'a dit le président d'ailleurs, il a bien fait la distinguo entre 50 le 21 juillet, puis ensuite café, restaurant sans jauge. C'est ça un parallélisme un petit peu déforme avec les restaurants qui fait que vous pensez que la jauge va tomber? C'est écrit noir sur blanc sur le site du gouvernement. Sur la page gouvernement pass sanitaire où il y a aujourd'hui cette liste d'activités loisirs. Il y a marqué 50 personnes aujourd'hui et il y a marqué normalement, après l'adoption de la loi, enfin, si la loi est promulguée, cette jauge sera supprimée. C'est écrit comme ça. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas, parce qu'en fait, ils ont eu besoin de passer par la loi pour supprimer cette jauge, puisque la loi d'avant ne permettait le pass sanitaire qu'à partir d'un certain nombre de personnes, parce qu'on a eu dans un premier temps à 1000 personnes, après à 50. Donc, ils avaient besoin d'une loi pour que, dans l'absolu, des règles par décret puissent ne pas être avec cette condition de jauge. La communication, c'est de dire aucune jauge, ce qui, effectivement, pour le parallélisme, les restaurants vont venir dire pourquoi nous, même si on a 3 clients, on doit l'appliquer et pas la visite guidée. Dans la communication, ils disent pas de jauge, quoi. À surveiller si le décret d'application de la loi vient faire des sous-exceptions. D'accord. Ok, super. J'avais une deuxième question concernant effectivement cette fameuse date du 30 août là, pour la conformité de nos collaborateurs par rapport au pass sanitaire quand il est nécessaire. Hein. J'ai bien compris que pour les offices de tourisme en tant que tels, sur l'accueil du public, on était un petit peu comme le commerce local finalement, le coiffeur, la boulangerie, sans pass sanitaire. Mais quand on parle de se mettre en conformité avant le 30 août, ça marche très bien pour la vaccination pour les soignants le 15 septembre, mais se mettre en conformité avant le 30 août pour le pass sanitaire, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose parce que se mettre en conformité avant, de toute façon, c'est un test PCR toutes les 48 heures à répéter ad vitam aeternam. Donc, en fait, il n'y a pas bien de mise en… Vous voyez ce que je veux dire? Pas bien de mise en conformité avant le 30 août. Le tout, c'est qu'à partir du 30 août, ceux qui refusent la vaccination fassent un test PCR tous les 48 heures pour travailler, en quelque sorte. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de question de une dose avant le 30 août, comme je l'ai entendu. Alors, non, ça, nous, ça ne marche pas. Non, toutes ces questions avec des calendriers, des une dose, etc., elles concernent les gens du secteur médico-social qui, eux, ont un calendrier effectivement différent, mais parce qu'eux, ils sont soumis à une obligation vaccinale au niveau de leur travail. Eux, ce n'est pas pass sanitaire, c'est obligation d'être vacciné à partir du 15 septembre. C'est différent des salariés des activités de loisirs et des transports qui, eux, ont une obligation d'avoir un pass sanitaire valide et peuvent très bien continuer comme ça, au moins jusqu'au 15 novembre, à faire des tests PCR tous les 48 heures. On a quand même laissé cette marge du 30 août qui avait été demandée notamment par la restauration.
puisqu'à partir des annonces qu'il y a eu le 13 juillet, ça laissait quand même une marge pour les gens de la restauration et autres de se dépêcher, entre guillemets, d'avoir fait leurs 2 doses à peu près au 30 août ou pas loin, et du coup d'avoir cette application des tests PCR sur un temps le plus limité possible. Ce qui est difficile, c'est que comme il y a un certain nombre de métiers sur lesquels il y a eu plus d'interrogations sur la soumission au pass sanitaire, notamment pour vos guides conférenciers qui n'ont pu pas forcément se sentir visés immédiatement, eux, pour le coup, ils auront peut-être moins de marge de manœuvre sur le moment où on va leur dire maintenant, ça va s'appliquer à toi à partir du 30 août. Ils auront peut-être moins de marge de manœuvre, mais encore une fois, il leur reste la possibilité de faire les tests PCR. D'accord, merci. Et j'en profite d'avoir la parole pour ma troisième et dernière question, je vous rassure. C'était, ma collègue Isabelle tout à l'heure a évoqué les lieux un petit peu hybrides. J'ai moi aussi un lieu un petit peu hybride auquel je pense, qui n'est pas un bureau d'information touristique officiel, qui est, on va dire, un point d'information touristique un peu temporaire dans un bâtiment en dur, avec des activités qui peuvent être un petit peu des activités d'animation, de médiation, des jeux pour enfants, tout ça, etc. Sans entrée payante, tout ça est gratuit. Dès l'instant, j'avais lu quelque part que dès l'instant où il n'y a pas de contrôle d'accès possible, à l'inverse d'une visite guidée où il y a une billetterie, où voilà, il y a un encaissement, donc là on peut contrôler un PS à ce moment-là. Mais si c'est gratuit, qu'il n'y a pas de possibilité entre mes contrôles d'accès, donc pas de passe sanitaire, ce serait confirmé ça? Si c'est absolument, c'est un espace, c'est une voie publique, c'est un espace public? Oui, c'est dans une clairière, dans une forêt en l'occurrence. Ah. Et parce que j'ai lu quelque part dans la loi, où je l'ai lu sur si on repart, il y avait la question de la possibilité du contrôle d'accès, en fait. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, mais des gens qui se réuniraient spontanément pour un spectacle musical, ils vont être 500 dans une clairière, mais si c'est gratuit, comment c'est impossible de contrôler? C'est la fameuse, là, si on reprend cette slide-là, c'est la fameuse expression qui dit que ça vise des événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs, organisés dans l'espace public, susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes. C'est ça, ça répond donc à la question. Susceptible de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes, ou encore une fois, sur le site du gouvernement, l'exemple qui donnait, c'est l'organisation d'un feu d'artifice sur une clairière dans un village. Vu qu'on ne contrôle pas l'accès des personnes, il n'y a pas de passe sanitaire. Ok. Après, c'est là parce que c'est gratuit qu'on ne contrôle pas. Non, c'est pas parce que c'est gratuit. Il y a vraiment un point d'entrée, peut-être que… Oui. Là-dessus, il faudra quand même attendre des petites précisions. C'est typiquement peut-être le genre de choses qui feront l'objet de mise en demeure si, dans le contrôle et dans l'évolution de la pandémie, on se rend compte que certains événements, d'après les forces de l'ordre, auraient plutôt dû faire l'objet d'un contrôle ou pas. Mais c'est vrai que dès lors qu'il n'y a pas d'institutionnalisation d'un contrôle de l'accès à l'activité ou à l'événement, on est censé être en libre. Parce que même dans l'exemple du gouvernement sur leur foire aux questions sur cette application donc antérieure, ils donnaient l'exemple des spectacles d'art de rue, avec un festival d'art de rue qui est gratuit et organisé dans les rues, où ils considéraient qu'on serait hors passe sanitaire. D'accord. Donc, c'est la solution. Il faut organiser que des choses gratuites sans contrôle d'accès. Donc, mais il y a un moment où c'est vrai que peut-être si c'est trop abusif et que c'est des événements qui entraînent des regroupements de personnes trop importants, c'est peut-être ce genre de sujet où il y aura des petits coups de baguette sur les doigts pour dire, en fait, mise en demeure de faire un contrôle et de mettre des barrières à tel endroit pour contrôler un pass sanitaire. C'est possible. Merci. Ouais. Alors, est-ce qu'il vous reste des questions sur tous ces sujets-là? Je pense qu'il y aurait encore beaucoup de questions, Alice, certainement. Et si on devait répondre à toutes les questions, je pense qu'on pourrait y passer une bonne partie de l'après-midi. Ouais. Donc, moi, je suis de l'avis, si vous êtes d'accord, qu'on puisse mettre fin à notre webinaire. On a déjà presque 1h30 de webinaire. Je vous rappelle qu'il restera disponible sur les réseaux sociaux de Respire et que, bien évidemment, si vous avez besoin des détails plus fouillés et des renseignements plus
plus détaillée, vous pouvez vous adresser directement chez nos amis d'Alchimiste Avocat. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, merci encore à Alice et merci à Chloé pour ce webinaire si éclairant. Je crois qu'on est nombreux maintenant à y voir un petit peu plus clair, pas forcément à y voir très clair encore, mais en tout cas, ça aide déjà à avancer un petit peu et espérons que bientôt, tout deviendra plus facile et plus transparent et que les tourismes puissent se répartir à travailler de manière plus normale. Hein? Eh bien, bonne journée à tout le monde et bon appétit, Villa. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.